aux enjeux écologiques et aux enjeux climatiques. Je vous propose de démarrer par un tour de table, un tour de présentation. Est-ce que Anil, vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît? On se vous voit maintenant. Donc Anil Benardende, je suis directeur général adjoint de Kedge Business School, que j'ai rejoint au mois de septembre de cette année, au mois de septembre 2020, et j'ai passé une vingtaine d'années avant dans le privé, donc dans des entreprises de distribution de e-commerce, de digital en Europe, un petit peu en Amérique du Sud et en Afrique. Merci Anil. Laure? Oui, merci Benoît. Donc, je m'appelle Laure Bertrand, je suis enseignant-chercheur en ressources humaines et en RSE et développement durable. Je travaille au pôle Léonard de Vinci, qui est une institution d'enseignement supérieur qui regroupe 3 écoles, post-bac, ingénieur, management et design. Et j'y occupe en fait une direction pédagogique transversale, soft skills, développement durable et carrière. Et bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Anne Monnier, chargée de mission de la transition écologique à l'Institut Mines Télécom, qui regroupe 7 écoles d'ingénieurs et une école de management. Et donc, j'ai un passé où j'ai beaucoup travaillé dans l'indépendance énergétique des îles et l'autonomie alimentaire dans une start-up pendant 8 ans, à la suite de quoi je suis devenue vulgarisatrice en neurosciences. Bonjour à toutes et tous, je suis Jordan Gamer, étudiant en sciences politiques à l'université Gustave Eiffel et en sociologie à l'université de Limoges, université dans laquelle j'ai été vice-président étudiant pendant un certain temps, mandat durant lequel j'ai pu organiser une rentrée climat l'année dernière. Et je suis depuis chargé de développement, transition et enjeux climatiques, en charge de l'étude d'un projet de formation de l'ensemble de nos étudiants aux enjeux socio-environnementaux. Merci beaucoup. Nous allons donc aborder durant la table ronde l'acculturation de l'enseignement supérieur comme levier majeur de la transformation sociétale. On va démarrer avec une question plutôt large. Quels sont pour vous les grands défis dans l'enseignement supérieur en matière d'enjeux environnementaux et en matière d'enjeux climatiques? Anil, je vous propose de démarrer. Écoutez, les grands enjeux pour nous, c'est Kedge, c'est 15 000 étudiants, c'est 4 campus en France, c'est 2 campus en Afrique, 2 campus en Chine. Et donc, pour nous, le premier point, c'est, en tout cas le point le plus important à nos yeux, c'est comment vont se comporter finalement les 4 à 5 000 étudiants qui, tous les ans, vont prendre des responsabilités en sortant de l'école dans des organisations, dans des entreprises. Et donc, le comportement de l'étudiant, son acculturation et le fait de former des managers responsables, c'est véritablement notre priorité et en tout cas l'ambition qu'on s'est fixée. Et pour cela, le premier point, c'est l'exemplarité de l'organisation. C'est très compliqué de former finalement des managers responsables si l'organisation elle-même, Kedge, en tant qu'entreprise, n'est pas elle-même exemplaire dans ses pratiques et dans sa gestion quotidienne. Le deuxième point, c'est la prise de conscience de l'ensemble de nos étudiants, et c'est pour ça qu'on en reparlera tout à l'heure, mais la fresque climat participe aussi d'une prise de conscience de l'ensemble de nos 4 000 à 5 000 étudiants, nouveaux étudiants qui rejoignent Kedge tous les ans. Et le troisième point, c'est d'avoir une approche systémique du sujet. Donc on a, par exemple, nous dans nos parcours, et je crois qu'on partage ça, on n'a pas de cours de développement durable. Mais on a la volonté d'intégrer des sujets de développement durable dans l'ensemble de nos cours. Par exemple, Kedge est extrêmement bien reconnu, très fortement reconnu pour toutes ses formations en supply chain. La question, c'est comment on travaille nos cours de supply chain pour introduire des sujets de supply chain durable, pour introduire notamment tous les sujets qui sont liés à la décarbonation des chaînes de valeur. Et là, on a beaucoup plus, en tout cas notre approche, et on considère qu'on a beaucoup plus d'impact lorsque l'on est capable justement de faire évoluer nos enseignements. Et le dernier point, c'est de faire passer à nos étudiants que finalement le développement durable et réfléchir différemment, c'est aussi une source d'opportunité, y compris pour une approche large finalement de la performance. Et comme je le disais tout à l'heure, on se l'applique à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kedge est évalué, en tout cas la direction générale, est évaluée sur un ensemble de critères. En fait, sur 5 critères, la performance économique est le 5e, non pas le premier, mais le 5e critère. Le premier, c'est l'engagement des salariés, donc c'est le niveau d'engagement de l'ensemble de la communauté Kedge. Le deuxième, c'est l'expérience étudiant et comment nos étudiants nous font un retour sur la qualité de l'expérience qu'ils vivent à l'école. Le troisième, c'est la durabilité, et on a choisi le Positive Impact Rating
qui est une enquête auprès des étudiants sur leur compréhension de la stratégie RSE de l'école et notre capacité à vivre ça au quotidien. Et le quatrième, c'est l'inclusivité. Et donc, on est en train de bâtir un index d'inclusivité qui inclut les sujets d'égalité femmes-hommes, qui inclut les sujets de handicap, qui inclut les sujets de mixité sociale. Et donc, on a une approche globale, finalement, de l'évaluation de la performance. Merci Anil. Donc, on note une transversalité, une exemplarité. On y reviendra un petit peu plus tard pour Kedge, notamment dans la rentrée climat. Laure Bertrand, au sein du pôle universitaire Léonard de Vinci, quels sont les grands défis aujourd'hui ? Alors, je pense que d'une manière générale, dans l'enseignement supérieur, le défi, c'est qu'on a deux temps qui sont opposés. Le climat, c'est un temps d'une grande urgence, alors que nous, dans l'enseignement supérieur, c'est du temps long. On a par exemple des écoles en post-bac. Quand on recrute, donc quand on accueille chez nous un jeune étudiant, il va passer 5 années. Ça veut dire que c'est du temps long, hein, le temps qu'on conçoive un programme de formation, le temps qu'on le forme, quand il va demain prendre des responsabilités dans le monde du travail, dans les organisations, dans les entreprises, 5 années se seront passées. Voilà, et j'aurais tendance à dire que ça doit vraiment nous mettre à tous, nous tous, les établissements d'enseignement supérieur, vraiment encore plus la pression, parce que ce que l'on fait, ça va porter ses fruits dans 3 ans si on est des écoles post-prépa, dans 5 ans si on est des écoles post-bac. Voilà, donc il y a cette urgence qui est très importante, hein, ce décalage entre une grosse urgence du climat et le temps long de l'enseignement supérieur. Voilà. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est qu'il faut vraiment que tout le monde en mesure l'impact. Et pour des étudiants, l'impact, soit effectivement ils sont engagés à titre personnel et ils y croient. Et là, c'est une affaire de valeur, d'engagement personnel. Mais parfois, ça ne suffit pas. Hein, on a tous été jeunes, moi c'était il y a bien longtemps. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir des crédits, d'avoir des coefficients élevés, hein, et de voir que finalement, notre école, notre université laisse de la place à ces enseignements-là, qu'elle les valorise, qui sont reconnus, et que si je veux avoir une bonne moyenne, il faut aussi que je travaille sur ces thématiques-là. Donc moi, je suis très pragmatique, hein, je crois que c'est important d'envoyer ce signal aux jeunes, donc que les enseignements de développement durable soient identifiés comme permettant d'obtenir des notes, de gagner des points et de progresser dans sa moyenne. C'est un signal important. Troisième point, et qui n'est pas des moindres, effectivement tout est systémique, il faut aussi former les profs. Voilà, hein, moi je travaille dans 3 écoles, une école d'ingénieur, une école de management et une école de web et de design. Mais pareil que pour les étudiants, j'ai certains collègues qui sont concernés à titre personnel par ces défis, et puis j'en ai d'autres qui le sont un petit peu moins, voilà, comme dans la vie, comme chez nos proches. Et là, comment faire pour amener nos collègues profs à intégrer ces éléments-là dans leurs cours, dans leurs enseignements, hein. Je suis prof de marketing, je suis prof de mécanique, je suis prof de UX, design. Comment je fais pour... il faut que je sois motivé, il faut que je sois aidé, il faut que je sois formé, il faut que je sois accompagné. Il faut peut-être que l'école donne des incitations financières aux profs qui vont développer de nouveaux cours. Je pense que ça peut aussi passer par là. On a effectivement, nous, un programme à différents niveaux avec à la fois des actions qui se font en transversalité inter-école, des hackathons développement durable et un programme qui va se mettre en place à la rentrée de septembre avec à la fois des cours dédiés et des cours qui, comme le disait Anil, vont diffuser dans toutes les disciplines. Donc voilà, un signal aux étudiants, il faut que ces cours-là aient des crédits et ECTS importants, et un signal aux profs, il faut que les profs soient aidés, accompagnés, formés. Merci Laure. Donc, la valorisation du parcours académique et des enseignements du développement durable et la formation des enseignants. Encore une fois, on y reviendra un petit peu plus tard. Anne, dans le réseau des mines télécom, comment ça se passe, les grands défis environnementaux ? Alors, moi je vais plutôt apporter l'angle, on va dire, de l'ingénieur, qui est aussi une boîte à outils, qui va être un métier qui va être très terrain. Et donc, ce qu'on essaye d'apporter actuellement, c'est le questionnement du rôle de l'ingénieur. C'est-à-dire que le rôle de l'ingénieur a évolué, ça fait plus de 200 ans, c'est un métier qui vient même de Gustave Eiffel, qui est passé par beaucoup de choses avant d'arriver à aujourd'hui, et de dire qu'aujourd'hui, on n'est peut-être plus là pour optimiser les systèmes nécessairement, mais qu'on est là peut-être pour questionner les problèmes qu'on nous pose.
Donc c'est cette prise de recul, cette explicitation nécessaire de dire on n'est pas là non plus pour être la tête dans le guidon. Il y a un petit sifflement, non on essaye de faire prendre ce pas de recul. Donc ça, c'est vraiment le questionnement du rôle de l'ingénieur et de la société qu'on a envie de bâtir. C'est ça qu'on essaye d'amener d'une manière générale comme posture. Ensuite, on a un autre challenge, c'est qu'on est l'Institut des mines télécoms, donc plutôt technophile dans l'esprit. Et aujourd'hui, on essaye d'amener l'innovation systématiquement avec le concept de sobriété, ce qui n'est pas nécessairement intuitif pour tout le monde et pour aussi des ingénieurs et des étudiants qui arrivent avec une volonté de faire de la technologie, du high-tech, etc. C'est normal, on est des écoles de la technologie. Donc approcher ce côté low-tech, ce côté sobriété, est pas évident d'un premier abord. Et donc de comment est-ce qu'on arrive à créer de l'innovation, à créer finalement des nouveaux modèles d'organisation. Donc on va revenir sur l'importance qui est mon troisième point des sciences humaines et sociales et de ramener l'aspect sensible. L'aspect connecté à la Terre pour des écoles d'ingénieurs qui vont être effectivement parfois très numériques, très technologiques, et comment est-ce qu'on approche ces soft skills dans l'approche de la systémique, de la prospective et de ce questionnement du rôle de l'ingénieur. Merci Anne. Et pour terminer, Jordan, quels sont pour vous les grands défis pédagogiques du point de vue étudiant face aux enjeux climatiques ? Alors, il y a des attentes du point de vue des étudiants, mais ça se convertit en défi aussi pour les établissements. Ce qu'ont montré notamment le RSS avec sa consultation nationale étudiante, c'est qu'il y a une majorité des étudiants qui sont angoissés par l'avenir qui va arriver et qui veulent comprendre ce qui se passe. Ça, c'est la première attente, l'attente principale, je pense. Et le défi, c'est non seulement de sensibiliser, mais de former les étudiants à toutes ces problématiques, aux causes, aux conséquences, non seulement du dérèglement climatique, mais de toutes les autres problématiques qui tournent autour, l'épuisement des ressources, la biodiversité, ce genre de choses, toutes les limites planétaires finalement qui sont en train d'être progressivement dépassées. Ça, c'est un défi important parce qu'on parle de sensibiliser, de former des centaines de milliers de personnes. Il y a plus de 2 millions d'étudiants en France, il faudrait tous les former. Dans l'idéal, les former en tant que citoyens, qu'ils puissent s'engager ensuite, mais aussi en tant que professionnels. Comment des professionnels vont agir au quotidien, comment ils vont parfois devoir confronter peut-être leurs collègues, confronter leur direction, notamment dans des domaines qui sont par nature très émetteurs de gaz à effet de serre, par exemple. Comment on forme des étudiants qui vont travailler dans l'aéronautique, par exemple, alors que c'est un secteur qui devrait décroître pour qu'on atteigne les objectifs de l'accord de Paris. Tout ça, ce sont des défis importants. Et le deuxième défi, c'est celui des solutions. On veut être formé, on veut comprendre, mais on ne veut pas se retrouver devant le fait accompli. On veut aussi agir, que ce soit en tant que citoyen, en tant que professionnel. Donc le rôle des universités, à mon sens, c'est aussi de diffuser tout un tas de solutions à différentes échelles. Anil, tu parlais de la dimension systémique. Ça, c'est absolument essentiel. Il faut aller plus loin que les solutions qu'on entend tous, desquelles on est tous au courant, éteindre la lumière, couper l'eau. Ça ne règle pas les problèmes. Donc il faut que les universités, les écoles de manière générale, inculquent aussi ce type de solutions. Et puis l'autre défi pour les universités, qui est aussi une attente pour les étudiants, quand on leur dit on va vous former, ce que disent beaucoup d'étudiants, c'est d'accord, mais que fait l'université déjà ? Est-ce que nos bâtiments sont isolés ? Ce genre de choses. Donc ça, c'est un défi aussi pour les établissements, c'est d'impulser une transformation, une bifurcation, non seulement sur la formation, mais aussi sur l'ensemble des problématiques, et même les choses les plus évidentes. Est-ce qu'il faut continuer à promouvoir l'internationalité, ce genre de choses ? Donc voilà, c'est tout un ensemble de défis finalement qui ne sont pas forcément en lien avec la formation, mais qui se répondent entre eux. Donc j'entends une forme de cohérence à incarner dans les établissements, une forme d'exemplarité, de transversalité. On va parler un petit peu du programme de la rentrée climat, que vous connaissez très bien, en quelques exemples, pour pouvoir justement essayer de montrer le bilan de ce qui a été réalisé et surtout les perspectives pour la suite. Donc le programme de la rentrée climat, qui est le programme officiel de la fresque du climat pour diffuser l'outil au sein des universités et des grandes écoles
en France et à l'international. 4 grands objectifs majeurs. Le premier, sensibiliser un maximum d'étudiants. Le deuxième, former un maximum d'enseignants et d'équipes pédagogiques en interne. On va y revenir également avec les exemples de vos cas, de vos établissements. Pourquoi former les enseignants? Tout simplement puisque c'est bien eux qui portent la pédagogie. Il faut les former, vous en avez parlé juste avant. C'est important qu'ils incarnent la cohérence et les outils pédagogiques pour toutes les filières aujourd'hui présentes. Le troisième objectif, c'est bien d'acculturer un maximum de filières pour ne pas rester focalisé que sur des grandes écoles, on va y revenir, mais bien toucher les universités et l'ensemble du réseau étudiant aujourd'hui. Près de 3 millions d'étudiants en France, effectivement. Il y a matière à acculturer un maximum de monde. Et le dernier objectif, installer un tronc commun dans l'enseignement par un atelier qui est rapide, facile d'accès, simple, mais pourtant pas simpliste, effectivement, car il traite les données du GIEC de manière vulgarisée. Donc un bilan aujourd'hui de la rentrée climat. Donc on a parlé de 3 millions d'étudiants en potentiel en cible en France, plus de 3000 établissements à toucher, ça fait du monde. Aujourd'hui, on n'a pas encore atteint l'intégralité de la cible, en tout cas on est sur la bonne voie, avec près de 100 000 étudiants déjà embarqués, entre les 8 000 étudiants réalisés en 2019, les près de 60 000 réalisés cette année depuis septembre, et une prévision sur l'année prochaine qui ne fait qu'augmenter, avec déjà plus de 30 000 étudiants embarqués sur septembre uniquement, ce qui représente aussi plus de 2200 animateurs qui ont été formés parmi les équipes d'enseignants, les équipes de direction, les équipes administratives et les alumni également. Donc on va y revenir sur la collaboration des différentes parties prenantes. Donc voilà à quoi peut ressembler le déploiement de la rentrée climat dans les prochaines années. C'est une courbe qu'on prend un petit peu de peur dorénavant, mais pas pour celle-ci. Il faut la voir en tant qu'allié, car elle permet d'accélérer la diffusion de la connaissance, effectivement, au sein des étudiants, mais avec beaucoup d'effets boule de neige auprès des alumni, auprès des relations aussi autour des établissements. Elle permet de fédérer la communauté de la fresque du climat, puisque dans le cadre de la rentrée climat, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. On a des coordinateurs, des coordinatrices, des coachs, des animateurs qui viennent aussi donner soutien aux animateurs que l'on forme. Tout ça pour une diffusion la plus rapide possible, en réponse à l'urgence climatique, on en a un petit peu parlé, pour pouvoir propulser la compréhension des enjeux et ensuite le passage à l'action dans un maximum de domaines. Encore un petit visuel sur la représentativité des établissements aujourd'hui. Nous avons un gros tiers d'écoles d'ingénieurs dans le cadre de la rentrée climat, donc sur les 70 000 qui ont participé. On a aussi également une grosse partie en école de commerce, quasiment un tiers, et une partie aujourd'hui autour de 20% des universités. Il faut s'attendre à avoir ce montant beaucoup plus haut dans les prochains mois, espérons-le dans les prochaines années pour les universités, car encore une fois, c'est essentiel pour les enjeux climatiques de toucher toutes les parties prenantes, toutes les filières d'enseignement, du bac plus 1 au bac plus 5. On va y revenir dans les prochains mois. Et pour terminer, la rentrée climat, elle se base sur 4 étapes majeures. Une étape de rodage dans un premier temps, où des premiers ateliers pilotes vont être déployés dans les universités, ou dans les grandes écoles, ou dans les écoles. Une fois que ces premiers ateliers pilotes ont montré la crédibilité de l'outil et que ça fonctionnait bien en termes d'intelligence collective, on rentre dans une phase d'acculturation où une première équipe interne va être formée au sein de différentes parties prenantes, puis une phase d'intégration avec un passage à l'échelle massif et un engagement de la direction pour montrer encore une fois l'exemplarité, et enfin une autonomie totale en étape numéro 4 où l'objectif de la rentrée climat est bien de s'infuser et de rendre les établissements autonomes à pouvoir porter la pédagogie en interne sans l'association à terme. Donc ces 4 étapes peuvent être faites de 2 à 4 ans en fonction de la maturité et de l'ambition de l'établissement. En tout cas, nous, notre objectif, c'est de tendre le plus vite possible vers cette 4e étape d'autonomie. Je reviens vers vous maintenant pour justement vous poser la question. On va démarrer avec vous, Annie, de nouveau. Pourquoi avez-vous choisi la rentrée climat au sein de Kedge? Et racontez-nous un petit peu l'expérience des dernières années. Alors, on a à Kedge une identité pédagogique assez forte autour de apprendre à faire, réussir en faisant. Donc, véritablement, l'expérimentation, finalement, des problématiques et la mise en pratique de ces connaissances pour acquérir des compétences. Et donc, la rentrée climat rentrait assez bien, en tout cas, à résonner très fortement, finalement, avec notre identité pédagogique et avec l'histoire de l'école, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Kedge a l'un des plus gros centres de recherche en RSE en Europe. C'est 25 enseignants-chercheurs aujourd'hui dédiés à la RSE, uniquement dans le centre d'expertise RSE, et qui rayonnent
sur les autres centres d'expertise, par exemple à la supply chain, où il y a 3-4 enseignants-chercheurs qui sont spécialisés notamment sur les sujets de décarbonation. Et donc, finalement, ça a résonné assez bien avec notre identité pédagogique et on l'a trouvée pertinente parce que, comme vous l'avez dit, elle était simple mais pas simpliste. Et donc, être capable de faire toucher les problématiques, finalement, la complexité des problématiques, des boucles de rétroaction et des arbitrages à faire, on parlait de l'internationalisation tout à l'heure, lorsqu'on regarde les sujets de compréhension du monde et d'inclusion, voir finalement des gens qui sont dans d'autres pays, comprendre d'autres cultures, c'est quelque chose qui nourrit la réflexion de tout un chacun, mais c'est quelque chose qui génère, à un moment ou à un autre, du carbone. Et donc, quel équilibre on fait entre ces différentes dynamiques. Donc, l'aspect complexité des actions, boucle de rétroaction nous a semblé pertinent. Et après, en fait, on a pris une décision assez simple qui est soit on la fait, soit on la fait pas. Et donc, à partir du moment où on a pris la décision de la faire, ça veut dire que c'est 100% des étudiants, c'est pas une partie, c'est 100% des étudiants. Donc, on a commencé avec 900 étudiants en 2019. Cette année, on aura 6500 étudiants qui vont faire la rentrée climat, 4500 qui sont les nouveaux étudiants et 2000 qui se font rattraper, entre guillemets, parce qu'ils sont passés entre les mailles du filet sur les 2 dernières années, ce qui fait que tous les étudiants qui sortiront de Kedge auront fait la rentrée climat. Et pour faire ça, et quand on dit c'est 100%, c'est vraiment 100%, et on parlait d'exemplarité tout à l'heure, ça veut dire qu'au mois de janvier, je crois que c'était au mois de janvier, l'ensemble du comité de direction a été formé, donc a fait une fresque climat. Et je ne disais pas l'ensemble, mais il y a encore 1 ou 2 petits vilains canards qui vont le faire, ont été formés à être animateurs et ont animé des fresques climat au mois de janvier et animeront des fresques climat à la rentrée. Et là encore, pour nous, c'est très important parce que le message aux étudiants n'est pas le même. On fait la fresque climat sur certaines classes, c'est un message. 100% des étudiants qui sortent de Kedge l'auront fait pour certains avec leur comité de direction en animateur. Et donc, on se retrouve avec un mouvement dans lequel et les administratifs, et les professeurs, et les alumni se sont fait former et sont en train de se faire former à l'animation, où on a fait des fresques climat en digital avec des alumni. Et il y a eu une demande assez forte en fait de nos anciens diplômés, finalement, d'être formés, de venir en tant qu'animateurs de la fresque climat et de réaliser entre eux des fresques climat. Et donc, ça génère un vrai mouvement collectif. Et ensuite, le deuxième point, et je pense que c'est le plus important, c'est comment on passe à l'action. Puisqu'une fois qu'on aura sensibilisé en fait, l'ensemble de nos étudiants, l'ensemble du comité de direction, de nos salariés, de nos enseignants-chercheurs, là, le questionnement, c'est on a bien compris l'urgence, on a bien compris les problématiques, la complexité, comment désormais on passe à l'action pour être en capacité de répondre à ces enjeux. Et c'est là, je crois, la priorité, en tout cas, ce sera pour nous l'une des priorités des prochaines rentrées et des prochaines années. Merci Anil. Laure, je me tourne vers vous maintenant pour que vous puissiez nous raconter cette rencontre avec la fresque du climat, particulièrement étonnante et surtout inspirante. Racontez-nous comment ça s'est passé en 2018. Oui, je vais effectivement raconter cette expérience, mais je voulais vraiment saluer ce que racontait Anil sur Kedge. Je trouve ça formidable que toute une équipe de direction se forme, anime, prenne le risque d'animer. Et donc, je trouve ça très inspirant. Je vais le proposer dès lundi à ma direction générale, voilà, pour m'inspirer de ce que tu as fait à Kedge. Alors, nous, c'est un peu particulier. En fait, on a rencontré la fresque en 2018, au tout début 2018. J'organisais à l'époque un de nos grands hackathons développement durable. Depuis 5 ans, j'organise 3 fois par an des hackathons sur des thématiques de développement durable qui réunissent à chaque fois tous les étudiants d'une même promo de nos 3 écoles. Voilà. Donc on a 200 équipes, chaque équipe 6 étudiants, 2 ingénieurs, 2 managers, 2 designers, un thème de développement durable, chaque fois différent. Et du lundi au vendredi, le vendredi, on doit proposer une solution sur le sujet. Il se trouve que début 2018, la thématique c'était le climat, mobiliser pour le climat. C'était tous nos étudiants de première année, à l'époque on en avait 900. Voilà, donc j'avais recruté mes coachs, tout était en place, mais je cherchais quand même. Je me disais, bon, le problème, c'est qu'il faudrait quand même, c'est un sujet très technique, il faudrait qu'on transmette des informations techniques à nos étudiants pour qu'ils soient capables de produire des idées, de l'innovation. Et le vendredi, arriver avec une solution à proposer, soit pour atténuer le changement climatique, soit pour travailler sur l'adaptation
à ses effets. Voilà. Et donc, un de nos coachs, qui est par ailleurs un expert en RSE, effectivement, on en parlait tout à l'heure, me dit, peut-être quelques semaines avant, il existe un jeu de formation qui s'appelle la fresque du climat. Alors, bon, on en discutait avec Cédric, c'était peut-être même pas un mois avant, c'était peut-être 3 semaines avant. Je découvre la fresque du climat, je regarde le site, j'appelle donc son fondateur, Cédric Riedenbach, que vous connaissez bien, et je dis voilà, dans 15 jours, dans 3 semaines, on a 900 élèves. Il faudrait, en début de semaine, les former tous en même temps. Voilà. Donc, un challenge qu'il a brillamment relevé. Et donc, effectivement, on a pu démarrer notre hackathon climat avec cette animation de la fresque, avec donc nos 900 étudiants de première année de façon conjointe. Voilà. Et après, c'est devenu une tradition, puisque la fresque maintenant fait partie, depuis cette période, de toutes nos semaines de rentrée. Donc ça veut dire que tous nos étudiants, et là je suis complètement à Nîmes, tous nos étudiants sont systématiquement formés à la fresque. Voilà. Et puis par ailleurs, on a intégré aussi les enjeux climat dans nos différents hackathons. On avait par exemple là un hackathon sur l'alimentation durable. Quels sont les impacts de l'alimentation sur la biodiversité et sur le climat? Voilà. Pour les 4e années, j'en avais un en mars dernier sur le low-tech, et donc l'impact du low-tech, l'impact de l'innovation, entre autres bien sûr l'impact carbone des innovations technologiques. Voilà, donc à chaque fois on essaye vraiment sur chaque thème de prendre en compte l'enjeu climat. Voilà. Et aujourd'hui c'est vraiment, voilà, ça a permis de sensibiliser largement en interne. On a testé, d'ailleurs depuis l'an dernier, on a notre école de management qui a voulu mettre en place un module dédié climat, donc un module de cours spécifique, donc 18 heures sur le climat. Donc on l'a monté avec la fresque et donc on a testé le nouveau MOOC que la fresque dédie à ses futurs animateurs. Donc nos étudiants de première année l'ont testé sur ce nouveau module. Voilà, donc c'est un excellent booster, je trouve, la fresque du climat, qui permet ensuite, voilà, on met en place après maintenant un certain nombre de cours dédiés à partir de septembre dans notre école d'ingénieurs et dans notre école de management, des cours de développement durable, des cours de RSE, des cours de Green IT, etc. Et on va travailler sur la formation de nos profs, parce que là, je pense qu'il y a un vrai challenge pour justement faire ce que tu disais aussi, c'est-à-dire comment intégrer ça dans tous nos cours. Comment un prof, voilà, est-ce qu'il peut y avoir voilà, du climat, de la RSE et du DD et de l'éthique, parce qu'on a l'enjeu éthique aussi dans un cours de maths, mais pourquoi pas. Donc dans un cours d'informatique, ça c'est évident. Voilà, dans un cours de finance, sûrement, la question ne se pose pas non plus. Voilà, dans l'ensemble des cours, et pour ça les profs ont besoin d'être accompagnés. Voilà, merci. Merci Laure, et merci encore pour la confiance que vous accordez à l'outil Fresque du climat depuis maintenant 3 ans, et pour cette audace de déploiement sur le vif. Également l'audace de Kedge, on note pour l'exemplarité de la direction. Et Annie n'en a pas parlé, mais la formation de plus d'une centaine, voire plus de 200 animateurs en interne dans les équipes des collaborateurs. Donc c'est donc quelque chose d'assez incroyable. En parlant de ça, justement, Anne Monnier, pourquoi vous avez choisi, vous, le dispositif Rentrée Climat, et comment cela s'intègre dans le parcours de transformation qui est en train de prendre place au sein de l'IMT? Effectivement, donc, quand je suis arrivée à l'Institut Mintelecom il y a 1 an, en fait, c'est 8 écoles qui sont réparties sur 14 campus, 8 écoles à 8 ADN différents, qui sont des écoles des télécoms, des écoles des mines. Certaines avaient déjà fait la fresque du climat, d'autres pas. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir un point commun sur lequel, moi, ça va être un petit peu le pied dans la porte, finalement, cette fresque du climat, de dire on va mettre une première brique sur laquelle on va pouvoir construire quelque chose de collectif. Là où c'est bien tombé, c'est que c'était un atelier qui était accessible, où la fresque était déjà prête à proposer des bénévoles pour les écoles qui n'étaient pas prêtes à embarquer les anciens chercheurs. D'autres étaient déjà quasiment autonomes pour les faire. Donc c'était un atelier extrêmement adaptable qui permettait d'embarquer quand même 2700 étudiants sur la première année d'un coup, tous les premières années, et les apprentis qui sont parfois un peu délaissés. Et là, pas du tout. On essaye vraiment de jouer l'inclusion de toutes les formations pour se dire, dans 3 ans, en fait, on aura 3 promos qui seront effectivement toutes passées par ce point commun. Et il se trouve que c'est tombé en même temps que la recherche vraiment d'une raison d'être à l'Institut Mintelecom, qui est sortie en mars de cette année, qui est complètement alignée sur le fait d'œuvrer pour un avenir durable et de former ses acteurs. Ça, c'est notre raison d'être qui, en fait, est complètement alignée, où aujourd'hui, cette fresque a été un point de départ et de réveil aussi en interne.
Ça fait que c'est 2700 étudiants, mais en interne, ça a été plus de 200 enseignants-chercheurs, alumni, effectivement, et administration. Toujours dans cette cohérence cognitive dont tu parlais, de dire, et nous, alors, est-ce qu'on va se transformer en tant que campus, en tant qu'institut? Donc, on a voulu être exemplaire également. Donc, j'ai réussi à embarquer la direction générale en avril de cette année sur la fresque, qui a beaucoup marqué, où ils se sont dit, oui, il y a 2700 étudiants qui l'ont faite, donc on aimerait savoir effectivement par quoi ils sont passés. Donc, vraiment, de faire tomber les murs un petit peu entre l'administration et les étudiants. Mais quand je dis que c'est un exercice qui est aussi le pied dans la porte, c'est qu'il faut considérer que cet atelier, c'est 3 heures. Un parcours d'ingénieur, c'est 1700 heures d'enseignement sur 3 ans. Donc on ne peut pas rester sur cette incohérence cognitive si derrière on a des cours de géologie, des mines, du numérique, de la technologie, etc., si on ne peut pas aligner complètement l'ensemble des 1700 heures de cours. Pour ça, on a 1100 enseignants-chercheurs qu'il va falloir embarquer dans la réflexion de cette fameuse posture de qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner. Donc il y a une révolution pédagogique qui est en train de se produire actuellement, qui est l'approche par compétences, où tous les établissements sont en train de changer sur des disciplines qui étaient plutôt en silo, à justement permettre une approche par compétences. Et donc on joue ce jeu-là pour rentrer dans cette approche et aller embarquer ces 1700 heures pour les transformer et en faire vraiment un parcours pour que le diplômé, à la fin, le diplômé de l'Institut Mines Télécom, soit pas le même que le diplômé d'il y a 5 ans. Qu'il ait effectivement ces fameuses compétences d'agir sur le terrain. Et c'est là où les boîtes à outils de l'ingénieur sont extrêmement importantes. Ça peut passer par les bilans carbone, les analyses de cycle de vie. Mais aujourd'hui, le challenge qu'on va relever au niveau de l'Institut, qui est quand même... qui a des sphères d'influence au niveau de l'industrie, ça va être vraiment l'écologie industrielle derrière. Mais pour ça, on doit aller au-delà et bien au-delà de la sensibilisation, de passer par la responsabilisation et la capacité d'agir. Merci Anne. On note donc la première brique de la fresque du climat, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent, pour ensuite permettre de nouveaux programmes de s'installer et d'accélérer l'acculturation. Merci beaucoup. Jordan, comment ça se passe en tant qu'étudiant? Comment ça s'est passé pour vous, en tant qu'animateur aussi de la fresque du climat? Et que pensez-vous de l'importance de ce type de programme dans une université? Alors c'est essentiel parce que, effectivement, c'est une porte vers autre chose. Pour les étudiants, c'est important, on a des très bons retours. Alors, on n'a pas pu former autant de personnes qu'on le voulait. On avait un objectif de 1500. On en a formé beaucoup moins parce que la pandémie nous a mis un coup d'arrêt. Mais on a quand même pu faire des fresques à des étudiants avant les mesures sanitaires, mais aussi à des extérieurs. On a été sollicités. J'en parlerai après sur les ponts qu'on peut faire avec l'extérieur. Et on a des étudiants qui ont demandé à leurs enseignants, des enseignants qu'ils savaient animateurs, d'intégrer ces fresques à leur TD. Et donc on a quand même des enseignants dans plein de domaines différents qui ont animé des fresques. Et on a toujours des très bons retours, que ce soit d'étudiants qui étaient déjà un peu sensibilisés et qui ont pu par ce biais connaître un peu plus de choses, comprendre un peu plus de choses, que par des étudiants qui finalement n'y connaissaient quasiment rien, qui ont été embarqués là-dedans par des camarades ou ce genre de choses. Et là les retours sont très bons aussi parce que ça permet une prise de conscience qui est très rapide. Finalement une compréhension de ces enjeux dont on n'a pas forcément conscience, donc les retours sont très bons. Et on a pu former des animateurs étudiants, autant que des animateurs enseignants, donc ça montre quand même qu'il y a un certain engouement pour ces thématiques et pour cet atelier en particulier. Et pour l'utilité de cet atelier, c'est une porte pour les étudiants. Ils vont commencer par là et ensuite aller peut-être se renseigner ailleurs. Ça peut jouer sur leurs orientations aussi. Ils peuvent choisir ensuite des diplômes plus en lien avec ces thématiques. Mais c'est aussi une porte pour l'institution. C'est quelque chose qui est peu coûteux à mettre en place. Il faut des personnes volontaires, mais ça se trouve relativement facilement. Donc c'est quelque chose qui peut être mis en place très rapidement. Nous, ça nous a été présenté par Cédric dans une conférence en février 2020. La rentrée climat, c'était en septembre. On a pu faire des fresques, se faire former et déployer ça très rapidement parce que ça demande très peu de moyens. Mais c'est une première étape. C'est une première étape vers la formation de tout le monde, non seulement le déploiement de la fresque pour tout le monde, mais aussi une formation beaucoup plus importante. Effectivement, un diplôme, c'est des centaines d'heures, c'est 1500 pour une licence, c'est absolument énorme.
Et c'est parfois des diplômes de 1500 heures où ces enjeux ne sont pas évoqués plus d'une demi-heure, ce qui est quand même assez difficile à admettre vu l'urgence. Donc l'étape d'après, l'étape vers laquelle ouvre le déploiement de cette fresque, c'est des formations, que ce soit de tronc commun ou des formations de spécialité, beaucoup plus importantes et dans énormément de domaines. Et l'enjeu de former les enseignants, c'est aussi de montrer aux équipes pédagogiques que ce sont des thématiques qui peuvent se retrouver dans absolument tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine qui est enseigné à l'université où on ne peut pas faire un lien, peut-être plus ou moins alambiqué avec ces thématiques. Ça peut se faire absolument partout. Et là aussi, la fresque du climat peut aider à cette prise de conscience des équipes pédagogiques. Merci Jordan. Effectivement, l'avantage, je dirais, une des forces de l'enseignement supérieur et de la formation initiale, tout comme la formation continue dans les entreprises, c'est qu'on va pouvoir toucher des personnes qui n'ont pas choisi d'être là, qui n'ont pas forcément voulu faire la fresque du climat, et donc atteindre des profils qui n'ont pas forcément envie de parler d'écologie, mais par l'atelier, permettre de créer l'intelligence collective qu'il faut afin de faire émerger une nouvelle culture, une acculturation. Comment ça s'est passé au sein du réseau des mines télécom avec autant de campus différents, autant de cultures, pour pouvoir justement acculturer de la même manière? Alors, il y a eu une très grande mobilisation étudiante qui a été justement à l'origine de mon poste, et des étudiants de qui je suis assez proche, qui ont formé le collectif T4C, Transition Formation Citoyenne, et qui sont venus avec un programme de 100 heures en disant on veut un tronc commun à l'IMT entre nos 8 écoles. Et c'est eux qui ont réussi finalement à nous fédérer et à démarrer cette grande dynamique au sein de l'école, et c'est eux qui ont dit mais on veut ces programmes-là. Et donc dedans on retrouve de l'histoire des sciences, de l'éthique de l'ingénieur, et on retrouve finalement beaucoup de sciences humaines. C'est ça qu'ils nous demandaient, des cours de biodiversité, de tout ce qu'on n'avait pas finalement. Et donc ça a été ça le point de départ. Et c'est là où on se rend compte, donc, je suis personnellement ingénieure des mines d'Albi, promotion 2009, donc il n'y a pas si longtemps, ça fait 12 ans maintenant que je suis sortie, et je peux témoigner que les murs entre l'administration et les étudiants étaient immenses. On ne se parlait pas, on se méprisait énormément, des deux côtés d'ailleurs. Les enseignants-chercheurs, on avait les enseignants-chercheurs cool du génie énergétique, avec qui on pouvait travailler sur des projets très chouettes, et puis il y avait le monde de l'industrie derrière. C'était ça que j'ai vécu à l'école des mines, et c'est pour ça que j'y suis retournée en fait, pour dire en fait là aujourd'hui il y a un appel étudiant, et en fait ce déploiement des fresques a été possible parce que les murs sont tombés. Et aujourd'hui, les étudiants sont extrêmement constructifs. Ils sont venus avec leur programme en disant « On veut vous parler, regardez, on a travaillé entre nos 8 écoles pour vous faire ce programme. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, il y a eu des groupes de travail qui étaient déjà montés, mais il y a eu des groupes de travail dans chaque école, inter-école, pour aller trouver est-ce qu'on va réussir à proposer une forme de tronc commun de cette fameuse acculturation. D'autre part, il y a d'autres collaborations qui ont pu émerger, et avec les alumni, mais également là on commence à pouvoir créer un lien très fort avec ce qu'on a monté l'année dernière, qui est l'Observatoire des métiers. On essaye vraiment d'être très proche de ce dont ont besoin les entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises nous demandent des ingénieurs à 5 pattes. C'est-à-dire des ingénieurs qui sont capables d'être excellents partout, de pouvoir transformer le système, mais sans trop ouvrir sa gueule non plus, excusez-moi de l'expression. Et donc, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans quelques entreprises où ces ingénieurs arrivent et finalement, au bout d'un an ou deux, ils repartent en disant « mais en fait, personne ne me donne les clés pour faire ce que j'ai à faire. En fait, on me demande de transformer cette entreprise et quand je propose des choses, on me dit non ». Donc ça, c'est un peu l'enjeu finalement de tout ça. C'est là-dessus où je vais finir sur cette collaboration. C'est qu'on a une très grande sphère d'influence au niveau de l'industrie, au niveau des entreprises, et on doit collaborer absolument il faut être et en avance de phase et pouvoir embarquer et proposer des ingénieurs qui vont effectivement répondre à ce besoin qui est très difficile de la transformation de l'entreprise de l'intérieur. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça. Merci Anne. Effectivement, une collaboration entre les étudiants, les équipes d'administration, la direction, les alumni aussi, très important. J'aimerais juste rendre un dernier hommage à ces étudiants qui, en fait, derrière, et ça rejoint l'aspect passage à l'action dont on parlait tout à l'heure,
c'est qu'il y a eu la rentrée climat qui a été portée par l'administration. D'ailleurs, on a porté le forum de la sobriété numérique, toujours porté plutôt sur le côté enseignant-chercheur. Et au printemps, c'est les étudiants qui ont porté l'IMT for Good. Ça a été 7 événements dans 7 campus de passage à l'action. Donc là, ils ont tout de suite voulu dire, mais attendez, nous, on doit aller à l'étape d'après. Et donc, ça a été des ateliers concrètement sur les sites lors de la semaine du développement durable étudiant, avec des ateliers, des fresques, du numérique, de la mobilité qui sont plus orientés solutions. Voilà, donc je voulais quand même leur rendre hommage puisqu'ils ont été extrêmement mobilisés dans une année qui a été très difficile pour eux, une année en confinement. Je rebondis sur ce point car effectivement le manifeste pour un réveil écologique a mis en avant et mis en lumière justement le fait que les étudiants étaient en attente fortement dès 2019 sur l'engagement des programmes pédagogiques pour traiter ces enjeux-là. On le retrouve aussi en ce moment avec les écoles des hauts fonctionnaires publics où il y a un appel justement à intégrer les enjeux écologiques de manière beaucoup plus sérieuse et profonde. Pour Kedge Business School, comment cette collaboration et cette demande des étudiants s'est mise en place et comment aujourd'hui vous y répondez, notamment par l'exemplarité à la fois vis-à-vis des étudiants mais aussi en interne? Alors, on le disait tout à l'heure, je trouve que ces enjeux sont complexes et pour répondre à des enjeux complexes, il faut travailler, en tout cas notre approche est de travailler en réseau. On ne peut pas travailler tout seul, on ne peut pas trouver des réponses seules à des enjeux complexes. Et donc l'ensemble des plans d'action qui sont menés, donc on a structuré en fait l'ensemble de notre démarche RSE, développement durable et inclusion, parce que effectivement on est très fresque du climat, mais pour nous c'est vraiment 2 enjeux qui sont extrêmement liés et qui sont aussi importants l'un que l'autre. On a structuré tout ça autour d'un projet qui s'appelle Kedge Impact. Et en fait, dans ce projet Kedge Impact, il y a des enseignants, il y a des administratifs, entre guillemets, des fonctions support, mais il y a des étudiants, puisque Kedge aussi est aussi caractérisé par une vie étudiante très forte, une 60aine d'associations qui sont extrêmement structurées et qui participent de la pédagogie. Là encore, c'est-à-dire que lorsque vous êtes président ou présidente d'association, on considère que ce que vous faites, en fait, est valorisable dans votre parcours et donc vient générer ou créer ce qu'on appelle les fameux crédits ECTS, donc les fameux bons points pour faire en sorte que vous ayez votre diplôme à la fin. Et donc en fait, l'ensemble des plans d'action autour du climat et autour de l'inclusion font participer à chaque fois l'ensemble des parties prenantes finalement de l'école, étudiants compris, alumni, et entreprise. Et je crois que c'est très important ce qui a été dit tout à l'heure. On fait en sorte de travailler avec les entreprises. Pourquoi ? Parce que finalement, l'impact, il sera dans les entreprises à la fin. Et donc la capacité à travailler avec eux, avec elles, à les embarquer parfois, et elles aussi, à nous confronter à leur réalité, que je connais bien parce que j'ai quand même passé 25 ans, à se confronter à leur réalité pour se dire comment ça va être mis en place. Parce que finalement, les entreprises, elles ont les mêmes sujets que nous, elles ont des sujets d'inertie, des sujets de compréhension, des sujets de complexité, des sujets de pérennité de leur activité. Et si on ne prend pas ça en compte, pour être capable d'agir avec elles et donc d'avoir des résultats concrets, je crois qu'on passe un petit peu à côté de ça. Donc voilà comment on fait. Le dernier point, c'est que finalement, lorsqu'on travaille comme ça, tous ensemble, on fait aussi tomber un certain nombre de barrières, on trouve de nouvelles solutions. Et je crois que c'était dit tout à l'heure, l'innovation frugale, c'est aussi, quand je parlais d'opportunités au début, il ne faut pas voir les sujets de développement durable comme quelque chose en plus qu'on va mettre à la fin. Parce que quand on fait ça, finalement, ça coûte cher, c'est pas efficace, c'est pas efficient, et donc ce n'est pas scalable. Et scalable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on l'intègre dès la conception, souvent on trouve de meilleurs produits, souvent qui coûtent moins cher, et qui coûtent moins cher à produire, et sur la totalité de leur cycle de vie. Et donc, ça répond à l'ensemble des enjeux, et donc ça va plus vite. Et donc, c'est déployé plus vite. Et je crois que si on veut être dans une ambition d'impact, il faut absolument avoir les entreprises avec nous, et pas uniquement des entreprises qui sont leaders ou qui sont en avance dans cette réflexion, mais l'ensemble des entreprises, parce que c'est ça qui permettra d'avoir de l'impact demain. C'est un peu comme la rentrée où on dit... Je fais une rentrée avec les 10% des étudiants qui sont déjà mobilisés et je ne les fais qu'avec eux. C'est très bien, mais ça n'a pas d'impact.
Donc, travailler avec les entreprises, trouver des solutions pour être scalable à grande échelle et donc avoir de l'impact, c'est vraiment comme ça que nous, on a choisi en tout cas d'aborder les sujets. J'entends d'enlever la partie développement durable et RSE du silo dans lequel il est placé aujourd'hui. On le retrouve dans les entreprises, on le retrouve aussi dans l'enseignement. Donc ça rejoint le fait d'acculturer l'ensemble des enseignements, des professeurs et des enseignants au sujet de la RSE. Aujourd'hui, comment vous voyez les prochaines années concernant le développement et l'acculturation justement de toutes les filières? On parle du marketing, de la finance, de l'économie. Aujourd'hui, comment ça se passe, Laure, par exemple, au sein des différents campus et écoles du PULV? Alors, c'est notre gros chantier pour l'année en cours. On vient de le commencer, donc voilà, on est en train de constituer un comité pédagogique dédié parce que nos collègues vont avoir besoin d'être accompagnés. Voilà, donc on a commencé, j'ai fait suivre la fresque du numérique à un certain nombre de collègues de l'école d'ingénieurs, par exemple, pour les sensibiliser. Voilà, on a fait une mini-formation avec tous les responsables d'options, de majeurs et de départements pédagogiques de l'école de management et de l'école d'ingénieurs, une mini-formation aux enjeux éthiques des DRSE pour les sensibiliser. On les a tous rencontrés en entretien individuel pour dire, voilà, dans ta filière, dans tes enseignements, dans ta discipline, comment toi tu verrais la déclinaison des questions éthiques, des questions de RSE et des questions de développement durable. Voilà, donc ça c'est déjà une première étape qu'on a menée avec les deux écoles. On le fera avec l'école du design et du web l'année prochaine. Et ce qui ressort effectivement de tous ces échanges quand même, c'est que le fait que pour la plupart d'entre eux, ils ne connaissent pas. Ce sont des experts dans leur domaine, mais voilà, soit à titre perso, ils sont super engagés, auquel cas ils sont peut-être quelque part en train de se promener ici à la Cité Fertile ce week-end, mais ce n'est pas leur cas à tous, et ils ont besoin d'être accompagnés. Donc on est en train de constituer un programme en fait où on a identifié des experts extérieurs, des vacataires, qui ont des expertises sur tel et tel sujet, marketing et développement durable, low-tech et innovation responsable, etc. Et qui vont aider les profs, donc on va constituer des groupes d'experts qui vont accompagner les responsables de départements pédagogiques, de majeurs, de spécialisation de fin d'études, tout au long de l'année qui vient, de façon à ce que vraiment on ait en septembre 2022 la diffusion, parce que c'est ça la clé du succès, on l'a tous dit, je pense qu'on est complètement tous d'accord, c'est que ça infuse partout. Mais pour que ça infuse, que ça diffuse, voilà, le thé, il faut quand même qu'il y ait le sachet de thé pour qu'on puisse boire du thé après. Donc le sachet, il faut l'apporter. Voilà. Donc aujourd'hui, le plus facile à faire, c'est de créer des programmes dédiés. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Les hackathons développement durable depuis 5 ans et des cours éthique de l'ingénieur, éthique du business, développement durable, Green IT, RSE, qui démarrent en septembre 2021. École par école, et le reste, l'infusion dans toutes les disciplines, voilà, ça démarre en septembre 2022 avec ce travail que je viens d'évoquer de formation et d'accompagnement des profs. Voilà, parce que même malgré la meilleure volonté possible, si on ne connaît pas, on peut pas faire. Voilà. Merci Laure, et on l'a beaucoup vu dans les rentrées climat, on a beaucoup de retours sur ce sujet-là, d'enseignants qui nous disent ça fait 30 ans que je fais du marketing ou de l'économie ou de la finance. Et là, j'apprends qu'il faut en fait, je change totalement ma manière d'enseigner puisque les enjeux n'étaient pas compris, n'étaient pas installés, n'étaient pas présentés. Et donc c'est toujours assez émouvant de voir les enseignants se rendre compte de ça et embrasser le changement par la rentrée climat, mais aussi par d'autres types d'ateliers et d'immersion sur les enjeux. Je vais revenir sur la collaboration entre l'établissement et les ponts qu'on peut faire avec l'extérieur. Jordan, est-ce que vous pouvez nous parler au sein de l'université de Limoges, comment ça se passe ? Alors, une partie des ponts qu'on fait, en fait, ils ne viennent pas de nous, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Une partie des ponts, ce sont des institutions, des acteurs extérieurs qui viennent nous voir parce qu'ils savent, par tel ou tel moyen, qu'on a mis en place la fresque du climat, qu'on a des animateurs qui peuvent être potentiellement disponibles. Et on a des institutions qui sont venues nous voir en disant, voilà, nous, on aimerait bien former nos personnes à la fresque. On a eu notre mission locale à Limoges qui voulait former des jeunes, par exemple, qui ont fait appel à nous. On a eu un collectif, une association qui organise les marches sur le climat, qui a organisé une fresque géante ce mois de juin pour sensibiliser environ 200 personnes, je crois, qui ont fait appel à nous en disant, voilà, est-ce que vous avez des animateurs qui sont disponibles pour venir nous aider ? Et nous, on fait ça avec plaisir, on envoie les gens, parce que ça participe à la sensibilisation de tout le monde, en fait, pas seulement des étudiants, mais de l'ensemble de la population, potentiellement, qui doit aussi être sensibilisée.
Et après, pour ce qui est de la sensibilisation un peu plus générale, en dehors de la rentrée climat et en dehors de la fresque même, là on a besoin d'aller chercher déjà en interne toutes les ressources disponibles, la volonté des étudiants, la volonté des personnels non enseignants, mais aussi les compétences des enseignants-chercheurs. On a des enseignants-chercheurs dans toutes nos universités qui ont des compétences très très poussées sur les thématiques qui nous intéressent, et il faut arriver à les mobiliser et à les faire discuter entre eux pour justement briser ces silos dont on parlait, développer une approche qui est non seulement pluridisciplinaire mais transdisciplinaire pour pousser plus loin la formation des étudiants. Et quand on n'a pas toutes les compétences, on va aller chercher ailleurs, et c'est ce qu'on a fait par exemple à l'université de Limoges. On a eu la chance d'être mis en relation par un enseignant-chercheur avec un réseau régional de recherche financé par la Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle Futur Act, qui est porté par l'université de Bordeaux, qui étudie les conséquences du changement climatique sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine spécifiquement. Et nous, ce genre de choses, ça nous intéresse parce que former les étudiants à ces enjeux, c'est former les étudiants à des enjeux qui évoluent très vite. Et ces évolutions, c'est la recherche qui nous les apporte, c'est la recherche qui nous la montre. On ne peut pas dire aux étudiants, voilà les conséquences de 2008 ou de 2010 ou 2015. Il nous faut des chiffres très récents pour montrer ces évolutions et aussi des perspectives, des focales qui soient bien plus proches que nous. Le fait qu'il y ait des inondations à l'autre bout de la planète, ça marque un petit peu, mais peut-être pas autant que les inondations qui sont à 10 km de l'université. Donc ça, c'est des partenariats qu'on doit aller faire aussi, qu'on va chercher, où on est aussi sollicité dans ces cadres-là, pour vraiment offrir à nos étudiants, maintenant ou dans un avenir proche, des connaissances scientifiques qui seront bien sûr vulgarisées par des intermédiaires, mais qui seront vraiment à la pointe, pour que ce qu'on leur dit ne soit pas hors sol, ne soit pas déconnecté, et que ça puisse parler vraiment à tout le monde, pour que chacun puisse s'approprier ses connaissances et en faire ce qu'ils veulent après, agir notamment, trouver des solutions à toutes les échelles, notamment à l'échelle locale. Effectivement, le rayonnement et l'ouverture que peut ouvrir l'université dans votre cas avec le territoire, pour une grande école de commerce, comment justement les étudiants et des programmes d'acculturation en interne et la formation d'animateurs au sein du réseau peut permettre de rayonner autour, auprès des entreprises, auprès des parties prenantes, comment ça peut prendre place et comment ça peut s'accélérer aujourd'hui dans l'enseignement grâce à un programme comme la rentrée climat? C'est ce que je disais tout à l'heure. On a effectivement, dans l'ensemble de nos programmes, énormément de ponts avec les entreprises, de hackathons. Alors nous, il ne fait pas une semaine, il fait un mois, c'est bon, bref, mais la proximité avec les entreprises est extrêmement importante, et les entreprises, ce sont les grandes entreprises, bien évidemment, mais c'est beaucoup pour nous, les ETI. Nous sommes une école de management qui a été créée par les territoires et pour les territoires, et donc nous sommes basés à Marseille et à Bordeaux notamment, et avec une volonté d'ancrage territorial très forte et d'impact en fait sur les territoires très fort. Et donc on travaille beaucoup avec les acteurs locaux, avec les ETI de nos territoires, justement pour aussi apporter finalement des solutions en termes d'emploi, en termes de profil, mais aussi en termes d'évolution et d'acculturation. Et je parlais par exemple de la supply chain décarbonée. Bien évidemment, on va travailler avec des très grands groupes comme Schneider, mais on va aussi travailler avec énormément d'entreprises locales pour lesquelles peut-être que l'accès à ce type de réflexion, à ce type d'innovation est plus difficile. Et donc nous, notre rôle, c'est aussi d'être en capacité de les accompagner dans ce type de transition. Et donc je dirais que l'échange avec les écosystèmes locaux fait partie de notre ADN initial et que nos campus sont totalement ouverts et que toutes nos formations en fait sont préparées, validées avec des entreprises. On a ce qu'on appelle des comités de perfectionnement où plusieurs fois par an, on va revoir finalement l'architecture de la formation avec des entreprises, donc avec nos enseignants-chercheurs, avec des alumni, mais aussi avec des entreprises pour s'assurer finalement de la cohérence, de l'impact de nos programmes de formation. On voit les ponts et la cohérence entre justement l'enseignement supérieur et les entreprises. Un autre pont qui est majeur dans la rentrée climat, on le voit bien au quotidien, c'est les alumni. Les alumni qui représentent justement la force vive des anciens étudiants qui sont aujourd'hui en poste dans les grandes entreprises et dans les entreprises. Anne Monnier, est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'ampleur de
de ce qu'un projet comme celui-ci, Rentrée Climat, peut permettre aux alumni et au lien entre l'établissement, les alumni derrière, pour, je dirais, avoir ce cheval de Troie dans les entreprises également pour sensibiliser le plus grand nombre. Tout à fait. Alors, encore une fois, on est 8 écoles, donc il y a 8 associations d'alumni. Là, ça y est, on en a 3 qui sont à Alumni for the Planet. Et on voit qu'au sein même de leurs associations, ils organisent eux-mêmes des fresques et plein d'ateliers et des conférences pour eux-mêmes commencer à avoir leur réseau et se dire qu'est-ce que je peux faire. Donc c'est souvent l'idée par des alumni qui sont déjà engagés. On a Céline, qui est notre grande organisatrice de la fresque, qui est une alumni de Télécom Paris, qui organise fresque pour 3 de nos écoles, etc. Et finalement, les grands coordinateurs de nos fresques du climat, globalement, ont été des alumni. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit qu'il y a cet engouement aussi des alumni qui répondent présents à venir témoigner dans des cours. Donc maintenant, on fait plus de place au témoignage des alumni au sein des unités d'enseignement, parce qu'il y a cette demande à comprendre concrètement qu'est-ce qu'on fait sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait en entreprise. Et ces témoignages sont inspirants et sont fondamentaux pour cette inspiration de l'étudiant à se dire, mais en fait, quand je vais sortir, oui, je vais être en capacité d'action parce que quelqu'un m'a montré que c'était possible. Et voilà, donc c'est ce lien-là, on est en train de le renforcer vraiment fortement au sein des formations elles-mêmes. Merci Anne. Je vous propose qu'on prenne une dernière question avant de passer aux questions de l'audience. Rapidement, quel conseil vous pourriez donner à un établissement qui souhaite se lancer dans la rentrée climat ? On ne l'a pas préparé celle-ci, mais je vous propose d'être authentique sur cette réponse. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à Nil pour plutôt les écoles de commerce, mais plus largement pour les grandes écoles ? Laure ensuite, Anne, puis Jordan pour terminer. Alors, le conseil de s'impliquer. Je dirais à la direction générale de s'impliquer, de la faire et d'être animateur. C'est pour moi un fait générateur extrêmement important de l'engagement de l'école. C'est très différent de dire bah, faites-le, je regarde de loin, versus je le fais, je m'engage. Je peux être critique éventuellement, mais en tout cas, je prends la décision d'engager l'école. Je prends la décision d'engager l'école. Comme dans toute gestion du changement, trouver des personnes qui soient motivées à titre personnel et qui ont envie et qui croient en termes de valeurs, d'engagement personnel sur ces thématiques-là et sur ces enjeux, et qui sont par ailleurs légitimes en interne auprès de leurs collègues et qui vont vraiment pousser le projet et lui donner une ampleur qui va aller au-delà de la fresque, qui montre que ça n'est qu'une première étape et que derrière, c'est vraiment l'évolution de tous les enseignements qui est en jeu et qui est concerné. Voilà, donc une équipe moteur, motivée, enthousiaste, qui va faire rayonner le changement. J'ajouterais, ça peut être très contraignant, mais la rendre obligatoire en fait. On revient sur les 20-80% et sur le côté hors sol. Si on la rend pas obligatoire, c'est les gens intéressés déjà sur le sujet qui viennent, alors qu'en fait notre cible c'est les 80% restants. Donc ça va être vraiment la rendre obligatoire. Et je dirais l'autre point que j'ai amorcé au début, nous on a 8 écoles à 8 vitesses et on a pu faire cette fresque. Donc prendre cette fresque pour ce qu'elle est. Si en interne, on n'a pas la capacité d'aller mobiliser avec une école où il n'y a pas de volontaires, eh bien, il y a des bénévoles de la fresque qui permettent d'enclencher ce mouvement. Si on a une école qui est déjà prête, eh bien, profiter pour mobiliser tout de suite en interne et que ce soit en interne. Et en fait, on peut y aller à n'importe quel état de l'ADN de l'école ou d'état d'avancement de la politique de l'école. Et ça ne demande pas grand-chose finalement de déployer la fresque. C'est un système qui est pyramidal. Il y a une personne motivée qui fait une fresque à 6 personnes. Sur les 6, il y en a qui vont devenir animateurs, qui vont en former d'autres. C'est le principe même de diffusion. Il faut effectivement qu'il y ait des personnes moteurs qui peuvent être 2-3 personnes simplement. On peut faire appel effectivement à des gens de l'association de la fresque pour venir animer, former. Et ça coûte quasiment rien. Enfin, sur le budget d'une école ou d'une université, c'est pour quelques milliers d'euros, on peut vite former des milliers d'étudiants. Donc pas trop hésiter. Sur le caractère obligatoire, je suis tout à fait d'accord. Alors pour une université à 20, 25, 30 000 étudiants, c'est plus compliqué pour une première année. Par promo déjà. Mais aller vers une diffusion la plus large possible. Et ça peut paraître impressionnant comme ça, mais ça peut se faire assez rapidement. Donc oui, il faut pas hésiter, il faut y aller. Il faut y aller, c'est simple, c'est facile, il faut incarner aussi et s'engager.
Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à quelques questions avant de clôturer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tous les sujets qu'on a abordés ensemble? Oui. Il est allumé, parfait. Merci à tous. Alors moi, dans mon école, on a fait des rentrées climat pour 3 promotions déjà. Et cette année, on a eu des retours globalement où les étudiants connaissaient déjà beaucoup le sujet. Donc en fait, c'est un truc très très positif. Et je voulais savoir si c'était le cas chez vous aussi. Quelqu'un veut réagir? Oui, Anne. Oui, alors c'est assez intéressant ce phénomène de montée en sensibilisation et d'un coup, en fait, il y a un peu un ras-le-bol en disant « Ok, est-ce qu'on peut passer maintenant à l'action, s'il vous plaît ?» donc on a eu ce phénomène puisqu'on a fait la fresque du climat, puis le forum de la sobriété numérique, puis la fresque du numérique. Et en fait, au moment de la fresque du numérique, ils ont dit « Oui, on est au courant, en fait, donc next ». Donc il y a eu ce phénomène dans 2 écoles. Et donc là, pour l'année prochaine, je vais y réagir assez fortement en disant « Ok, très bien, donc fresque du climat, on met tout le monde d'accord, et ensuite on passe à l'action et on passe sur des ateliers tout de suite très, très concrets. » C'est comme ça qu'on va le faire cette année. Effectivement, ça rejoint le 80-20 des 80% qui ne sont pas au courant et des 20% qui portent et qui tirent vers le haut la sensibilisation. Je vous ai présenté tout à l'heure les 4 grandes étapes pour accompagner l'autonomie dans les établissements. La 4e étape, on accompagne, on portera aussi dans les prochains mois et les prochaines années des ateliers complémentaires qui pourront être proposés pour aller plus loin, pour parler de comment incarner le changement, quel type de solution mettre en œuvre, puisqu'effectivement la fresque du climat s'arrête au constat. En tout cas, c'est déjà un très gros morceau aujourd'hui compte tenu du nombre d'étudiants. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Merci. Alors, c'est pas une question, je vais faire une intervention et je voulais absolument remercier Laure pour la confiance qu'elle m'a faite en mars 2018 quand on se connaissait pas du tout et on s'est téléphoné pour ce projet-là. Je crois que franchement, tu n'avais pas froid aux yeux de foncer dans ce projet. Et je pense que cet état d'esprit de ne pas avoir froid aux yeux, il est hyper important et il a beaucoup inspiré, je pense, l'ensemble de la communauté. Aujourd'hui, on est organisé en mode swarm, comme on dit, c'est-à-dire on est beaucoup basé sur la duocratie avec la règle de 3 et cet état d'esprit de foncer, d'aller très vite dans les déploiements. Il est important et au-delà du projet de la fresque, il sera important dans la transition énergétique globalement parce qu'il va falloir aller très très vite. Voilà, donc encore merci pour ça et gardons tous à l'esprit que cette idée de ne pas avoir froid aux yeux, de foncer, il faut qu'on l'incarne et qu'on le diffuse, y compris dans les écoles, dans les entreprises, via les projets de déploiement de la fresque, mais et que ça diffuse aussi dans le reste du fonctionnement de ces établissements, de ces entreprises, etc. Parce qu'il faudra ça pour la transition. Voilà. Merci Cédric. Effectivement, le principe de la duocratie peut être quelque chose qui peut servir aussi l'enseignement et les établissements à proposer des initiatives, à être proactifs et à donner de la valeur justement aux nouvelles idées. Est-ce que vous avez une question aussi, je crois, au fond, là-bas? Oui. Bonjour à tous, merci pour vos interventions. Je me posais une question, est-ce que vous avez prévu de regarder des indicateurs sur finalement la réussite de cette formation? Parce qu'il y a quand même un monde entre être sensibilisé et arriver dans l'entreprise, parce que je pense qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, lorsqu'on est en entreprise, on oublie peut-être un petit peu tout ce qui est engagement et peut-être tout ce dynamisme-là. Donc à la fin, est-ce que vous avez déjà une idée de comment voir si le profil de l'étudiant, enfin, si l'étudiant qui a suivi la formation a bien changé quelque chose? Enfin, c'est un peu vague, désolé, mais... Alors, je veux bien répondre. Elle est très importante, cette question. Elle a 2 niveaux. D'abord, il y a le niveau basique, mais c'est important parce qu'on est des établissements d'enseignement supérieur, c'est la compréhension. Donc, c'est connaissances, compétences, et ça rentre dans le cadre, en fait, de ce que l'on va évaluer dans toutes nos autres disciplines académiques et professionnelles à la fin du diplôme.
quelles sont les connaissances et les compétences que l'on souhaite que le diplômé de notre établissement ou de nos établissements puisse arriver et qui vont l'aider à valider son diplôme. Voilà, donc ça veut dire que dans les évaluations, ça doit absolument être intégré et pris en compte. Et après, le deuxième élément, c'est que pour que ça reste pas uniquement connaissances et compétences, mais que ça se diffuse, là aussi, je reviens sur ce mot, dans l'action, ce qu'il faut, c'est que ça puisse être, pendant le parcours à l'école, intégré de la façon la plus concrète possible dans toutes les dimensions de la vie de l'étudiant. La vie associative, on en a parlé, tu en as parlé, je crois, un peu tout à l'heure. Voilà, nous aussi, bien sûr, on est en train de voir avec les assos en ce moment comment mettre en place un référent RSE développement durable dans chaque asso d'étudiants pour que chaque asso décline elle-même de façon opérationnelle tous ces enjeux dans ses propres activités. On a des assos humanitaires, mais on a aussi des assos techniques. On a un Fab Lab, on a des choses comme ça. Et donc voilà, comment je réfléchis. Donc déjà, si je l'ai mis en action pendant que j'étais étudiant, il y aura plus de chances que ça me soit facilité quand je serai en entreprise. Deuxième élément important aussi, c'est les projets. Notamment, par exemple, l'école d'ingénieurs, on a un projet par an, un projet technique, ingénieur par an. Comment je l'intègre là aussi dans les projets? Voilà, donc là aussi, si je suis en action, ça m'entraîne. Voilà. Une troisième dimension, c'est les stages. Alors ça va se faire à partir de la rentrée. Comment j'intègre dans le rapport de stage systématiquement une étude, une évaluation de l'entreprise qui m'a accueilli. Et comment je peux évaluer cette entreprise sur ce type de critères et dire, un rapport d'étonnement, voilà ce que j'ai observé, voilà ce que j'ai constaté sur ces différentes dimensions, éthique, responsabilité sociétale et développement durable dans l'entreprise qui m'a accueilli en stage. Voilà, et donc développer un esprit critique, une capacité d'observation, aller au-delà des grands discours ou du greenwashing des entreprises, mais dire concrètement, dans le service où j'étais, voilà ce que j'ai pu voir, voilà ce qui s'est passé. Voilà, donc tout ça, c'est pas magique, il n'y a pas de magie de toute façon, mais ça permet peut-être de multiplier en fait les domaines, les façons, les modalités par lesquelles on s'imprègne de ces dimensions-là, dans l'action, voilà, dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Voilà. Et après, la question que vous posez, elle est cruciale, mais ça, c'est vrai que ça sera plutôt dans 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, en menant par exemple une enquête auprès de nos alumni pour voir avec eux, auprès de nos diplômés, au bout de 2 ans d'expérience, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils ressentent, est-ce qu'ils ont la possibilité de transformer les choses de l'intérieur, parce que c'est ça l'enjeu. Ça, c'est notre objectif final. On ne forme pas des gens uniquement pour la beauté des choses, mais pour qu'une fois dans les organisations et dans les entreprises, ils les transforment de l'intérieur. Ça, c'est évident. Donc votre question, elle est très importante. Donc oui, vous avez tout à fait raison, il faudra qu'on teste auprès de nos anciens ce qui se passe, la confrontation, et c'est pour ça qu'il faut les former à la gestion du changement. Je rebondis sur ce point. Effectivement, de manière pragmatique, aujourd'hui, quand on regarde les entreprises les plus attractives pour les étudiants en sortie de diplôme, ça reste en grande majorité des grands groupes, souvent qui ont un impact très fort pour les enjeux climatiques. Donc il y a tout un besoin et un vrai défi, un grand challenge de changer un petit peu les points de référence, les imaginaires que les étudiants peuvent avoir de ce que c'est le monde du travail, de ce que c'est une entreprise, une réussite d'entreprise. Et pour cela, effectivement, un maximum d'expérience en association, en relation avec des PME, permet d'ouvrir le scope, d'ouvrir l'esprit critique des étudiants, et ça, c'est essentiel. Anil, vous vouliez rebondir là-dessus ? Oui, parce qu'en fait, il y a une dernière étude de la CGE, la Conférence des grandes écoles, qui est sortie justement sur ce thème-là, et on voit une grande différence entre les étudiants qui sortent juste de leur école et les jeunes alumni qui ont 2-3 ans. Et finalement, on voit que pour les jeunes alumni qui ont 2-3 ans d'expérience professionnelle, par exemple, les ETI reviennent en termes d'attractivité de manière très forte, alors que c'est absolument pas le cas, malheureusement, mais que c'est absolument pas le cas en sortie d'école. Donc je crois qu'il y a effectivement finalement un moment de confrontation entre ce qu'on souhaite faire, l'impact qu'on souhaite avoir et la réalité des premières années. Et donc l'action est importante, parce qu'en fait, on apprend réellement par l'action, et c'est là où je suis tout à fait en phase avec toi, c'est que ce qui est vécu au quotidien, ce qui est vécu dans les associations, ce qui est mis en œuvre, c'est ça qui permet d'ancrer finalement la pratique. Et une fois qu'elle est ancrée, c'est un peu plus difficile de la faire partir qu'une simple connaissance et entre guillemets un simple cours qu'on a validé au bout de 10 heures, 20 heures, 30 heures
ou 60 heures. Et donc ancrer la pratique, c'est quelque chose de très important. Et donc tout ce qui est fait autour des stages de l'apprentissage, tout ce qui est fait autour des associations, des projets étudiants, des hackathons, etc., qui permet d'ancrer la pratique et d'ancrer une pratique différente, je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Merci Anil. Une question, oui. Merci beaucoup. C'est une question peut-être plus pour Anil, effectivement, parce que vous avez déjà parlé de faire infuser dans les ETI. Et si on applique la règle de 80-20, à 80%, c'est plutôt des PME. Et ce qui nous remonte des territoires, c'est une peur de la fracture, y compris sur ces thèmes-là. Et notamment, déjà, beaucoup d'entreprises de toute petite taille n'ont pas encore intégré ne serait-ce que le RSE. Et là, on leur parle déjà d'ISR, ESG, etc. Et donc, ils sont un peu paumés et font remonter des craintes d'être hors jeu et effectivement de ne pas être à même de pouvoir s'équiper de ces nouvelles compétences. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce niveau d'infusion jusqu'au bout de la chaîne? En fait, je crois que le point important, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, si on apporte ça en disant c'est en plus, une PME ne peut pas le faire. Ne peut pas le faire. Le sujet, c'est pas en plus. C'est tu fais ta production un peu différemment. Tu réfléchis ton processus un peu différemment. C'est pas tu fais ton processus et puis tu as en plus un responsable RSE qui va venir et qui va aller emmerder tes 30 personnes en production. C'est ton processus de production, il faut le réfléchir différemment. Et si tu le réfléchis différemment, non seulement il aura moins d'impact, mais peut-être qu'il sera en plus performant, qui va générer moins de déchets. Ces déchets, il n'y a pas besoin finalement de payer quelqu'un pour venir gérer ces déchets, etc., etc. Donc il y a vraiment, je pense que c'est vraiment un sujet d'approche en fait. On ne peut pas demander à une PME qui a 35 personnes d'avoir quelqu'un diversité, quelqu'un sur le RSE, de rajouter des processus, des points de contrôle. C'est hors sol en fait de dire ça. Ça ne se passera pas. Par contre, si on dit à un patron de PME ou une patronne de PME, si on réfléchit différemment ton processus, peut-être que tu vas pouvoir finalement être plus flexible, que tes produits, tu vas pouvoir les vendre et ça va t'ouvrir des marchés, que ce petit investissement, il te permet de générer moins de déchets et ces déchets que tu payes parce que tu payes le recyclage, etc., etc., tu vas pouvoir économiser et à la fin, économiquement, c'est viable. Là, on est en capacité d'entraîner effectivement des PME. Et c'est pour ça que l'équilibre, et c'est pour ça que moi j'ai un sujet à chaque fois que ça vient en plus, et qu'à chaque fois on dit c'est en compétition avec l'économique. Tant que ça sera en compétition avec l'économique, ça ne marchera pas de mon avis. Ça ne fonctionnera pas. Parce que quelqu'un qui a une entreprise avec 30 personnes et qui à la fin du mois, il reste pour faire tourner son entreprise à 5000 balles, on ne peut pas lui dire tu vas embaucher 2 personnes de plus et t'en fais pas, c'est vachement bien. Ça ne marche pas. Ça ne marche juste pas. Mais alors que lorsqu'on prend les choses sur comment on réfléchit nos processus, c'est gagnant-gagnant. Ça pérennise l'entreprise, ça pérennise les emplois, ça permet de faire d'autres choses d'un point de vue sociétal, ça permet d'intégrer par exemple des travailleurs en difficulté, plus simplement, des travailleurs handicapés, de faire des aménagements de poste, donc d'investir différemment dans l'entreprise et ça permet d'être plus efficace. Donc je crois qu'avoir cette approche assez pragmatique avec les entreprises, notamment les petites entreprises, qui n'est pas une approche ni punitive, ni il faut des moyens supplémentaires pour être entre guillemets en ligne avec ses aspirations, si on trouve ce type de solution, là pour le coup, non seulement ça peut fonctionner, mais ça peut aller vite. Ça peut aller vite et à grande échelle. Vaste sujet pour accompagner l'esprit critique des étudiants justement à arriver en postulant dans les entreprises, à avoir déjà cette maturité sur la compréhension des cycles de vie, des effets rebonds et tout l'aspect systémique justement de l'économie. Je vous propose de prendre une dernière question, 2 dernières questions peut-être si on peut aller vite, avant de clôturer. Merci. Alors déjà, merci pour ces interventions qu'on a eues aujourd'hui. Moi, je suis étudiante en école d'ingénieur à Lyon et en fait, je fais partie d'un collectif d'évolution de la formation, etc., pour mon département. Et on a fait face justement, durant ces journées d'évolution de la formation, à des étudiants qui nous ont dit en fait qu'ils avaient peur de perdre en compétences. Si on incluait en fait des notions de DDRS au sein de la formation, ils avaient vraiment très peur de perdre justement ces compétences techniques.
Et du coup, ils étaient hermétiques, en fait, malgré les fresques du climat qui sont maintenant obligatoires. Là, ça fait la 2e année que c'est quelque chose qu'on met en place au sein de notre école. Et du coup, comment est-ce qu'on fait face en fait, à ces étudiants qui ont peur, et même aux profs, en fait, on a certains profs, du coup, notre formation est en train d'évoluer, aux profs qui ont aussi peur de voir leur cours totalement descendre en formation, une qualité dégradée, entre guillemets. Donc voilà. Alors c'est une très bonne question et ça nous a été amené à plusieurs comités justement d'enseignement, de dire mais nous on veut pas perdre en excellence en fait parce qu'on est des écoles d'excellence, les télécoms, etc. Et en fait, tout à l'heure, je vous parlais de l'ingénieur à 5 pattes, du mouton à 5 pattes, de cet ingénieur qui a en fait un cran plus haut, en fait. C'est-à-dire qu'avoir une vision systémique, capable de regarder l'historique pour faire de la prospective, prendre l'ensemble de ces éléments pour faire de la gestion de crise, pour faire de la gestion de l'incertitude. Et en fait, c'est des très grandes compétences d'excellence. Et c'est ça, aujourd'hui, le message qu'on a du mal à faire passer, parce qu'effectivement, il faut aller les trouver, ces fameux 50 heures extrêmement difficiles de les chercher, et difficile d'accompagner les enseignants-chercheurs dans leur propre expertise pour leur dire, en fait, de les inciter à prendre ce pas de recul et de dire mais vous n'allez pas perdre en compétences, vous faites juste un pas de recul sur votre thématique et au contraire vous allez élargir en fait votre vision. Donc c'est cette posture qu'on essaye de proposer pour dire mais en fait les ingénieurs de la transition écologique c'est complexe, le sujet est très complexe. Aujourd'hui là, on est en train de se pencher avec toute la direction de la recherche sur l'écologie industrielle. Aujourd'hui, si on creuse le sujet, alors il y a Könenberg ou Borg au Danemark, etc. On a quelques exemples en France et dans le monde. Aujourd'hui, on a un énorme challenge de l'écologie industrielle et être capable de faire ça, mais c'est de la grande excellence. Donc, mais pour autant, il y a toujours peur de perdre ces fameuses 50 heures dédiées, de prendre un pas de recul sur l'expertise. Pour autant, il faut bien qu'on fasse du calcul matriciel. On doit garder nos 1700 heures d'enseignement. Mais ça va être plus une question de posture et de vision. Oui, Laure. Juste un petit conseil aussi, c'est que parfois, quand le changement ne vient pas de l'intérieur de la structure, il peut venir de l'extérieur, avec une amicale pression. Donc ce que je vous conseille, c'est de regarder dans vos domaines quels sont les organismes d'accréditation qui valident vos écoles. En l'occurrence, pour les écoles d'ingénieurs, vous avez bien sûr la CTI, la commission du titre d'ingénieur. Vous avez aujourd'hui une accréditation qui s'appelle ABET, qui est une accréditation internationale pour les écoles d'ingénieurs à l'international, qui est en train de commencer à se déployer en France. Vous avez, voilà, il y a potentiellement, bon, bien sûr, le label DDRS de la CGE et de la CPU. Voilà. Vous pouvez commencer à regarder un peu pour les écoles de commerce, on en a beaucoup, Toost, Equis, AMBA, SISB. Donc, en termes d'accréditation internationale, beaucoup de ces accréditations, nationales ou internationales, valorisent et de plus en plus les enjeux éthiques des DRS. Donc moi, je serai étudiante, je me tiendrai très au courant de tout ce qui est dit, je regarderai chaque année ce qui est actualisé comme critères dans ces demandes qui pèsent en fait sur votre direction d'école, et ça peut être un argument. Donc si en interne ça a un petit peu du mal à bouger, ben voilà, vous pouvez utiliser la pression externe. Sachez qu'également vous avez maintenant ces critères-là qui sont inclus dans des classements menés par des magazines. Ça peut intéresser votre direction communication. Je veux dire, il faut faire feu de tout bois pour regarder quels peuvent être les facteurs de changement et de transformation. Voilà, c'est un petit conseil pragmatique. Merci Laure, c'est très bien résumé pour l'attention qu'on doit porter aux accréditations, effectivement, au système de notation dans les écoles. En tant qu'étudiant, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément attention à ce qui se passe et la valeur des choses. Vous avez une force aussi en tant qu'étudiant pour porter votre voix auprès des directions, pour tendre vers des accréditations et une meilleure manière de valoriser les DDRS et les engagements en tout cas à ce niveau-là. On va devoir s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup, Annie, Laure, Anne et Jordan, pour votre engagement tout d'abord, pour le fait de faire partie du premier wagon de ce train de la transition dans l'enseignement, un train décarboné qui va très vite. Donc on invite un maximum d'établissements à se joindre à vous. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Et on se retrouve très rapidement pour la prochaine rentrée qui s'annonce palpitante. Merci beaucoup. Merci Benoît, Cédric et toute l'équipe. Merci.
Et on se retrouve tous ensemble à 15h45 pour la conférence « Comment amorcer une vie bas carbone » avec Camille Chaudron, la créatrice de Girl Go Green, Jean-Baptiste Dusson, qui est un animateur et formateur du kit Inventons nos vies bas carbone de résistance climatique, Damien Huet de l'association Bilan Carbone, Martin Régnier du service d'Atagir de l'ADEME et enfin modéré par Stacy Algrin, la fondatrice de Penser l'après. À tout à l'heure, 15h45.